Bien, retour de la pause maintenant. Nous continuons avec la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui se sont rendus aux urnes le samedi 31 octobre dernier pour l'élection présidentielle. Élection émaillée par de très graves violences dans plusieurs pays, dans plusieurs villes, notamment Yamoussoukro, Bonoua, plusieurs localités ont connu de graves violences. Freddy Krokou, est-ce que ce qui s'est passé le 31 octobre en Côte d'Ivoire peut s'appeler élection? D'emblée, je dirais que ça a été un regret. Un regret parce que quand on voit la Côte d'Ivoire, sa position dans la sous-région, quand on voit également l'histoire de ce pays qui a eu à connaître vraiment une avancée démocratique dans les années précédentes, même s'ils sont passés par des guerres civiles depuis l'affaire Soro-Ouattara contre Gbagbo et Blé Goudé, moi j'ai regretté cette histoire parce qu'il n'y a pas eu une grandeur d'âme politique dans le scénario que auquel nous avions assisté en Côte d'Ivoire ce samedi 31, parce que sincèrement, soit Alassane aurait choisi de passer par la grande porte en renonçant à son vœu de troisième mandat, soit carrément les propositions qui ont été faites depuis la médiation aussi de la CEDEAO, les missions qui sont descendues en Côte d'Ivoire, auraient pu accepter, reporter les élections pour qu'il y ait des pourparlers, une table de discussion pour essayer de recadrer les choses. Ça nous aurait permis d'éviter des morts gratuites. Tous les incidents, les immeubles détruits et autres là, c'est toujours des pertes pour l'économie et pour la population ivoirienne. Donc, moi, d'un mot, je dirais que c'est regrettable pour la Côte d'Ivoire, mais également pour l'Afrique. Et pour continuer, je dirais aussi que je ne suis pas sûr que c'est déjà fini, parce que à écouter Soro Guillaume, à écouter d'autres acteurs clés de la scène politique ivoirienne, je pense que ce déclin politique-là n'a pas encore fini de dire tous ces derniers mots. Et c'est un peu triste pour la Côte d'Ivoire. Ambroise, bonjour, on a un peu forcé les choses pour en arriver là. Oui, je crois, parce que, vous savez, l'entêtement a toujours été l'élément moteur de la cristallisation des crises politiques en Afrique, l'entêtement des dirigeants africains. Vous savez, on n'a pas des dirigeants visionnaires. On a des dirigeants qui ne pensent qu'à leur ventre et à leurs propres intérêts. C'est le cas de Alassane Ouattara. Il se serait devant moi, je lui dirais, face à face, parce que ce monsieur, quand il quittait le FMI dans les années 90, sur appel de Houphouët-Boigny, Houphouët-Boigny croyait que le monsieur était un bâtisseur. Il l'a amené parce que Houphouët-Boigny a fait intervenir plusieurs étrangers, comme Omar Bongo l'a fait au Gabon. Les Togolais même sont allés construire la Côte d'Ivoire, la Centrafrique et le Gabon. Et il pensait pouvoir dénicher quelqu'un qui pouvait faire quelque chose. Sauf que le monsieur a ses propres intérêts. Et finalement, je donne raison à Gbagbo, qui dit que le monsieur est un menteur. Un menteur dans le sens de ce que lui-même il a déclaré devant l'Assemblée nationale par rapport à sa renonciation d'un troisième mandat. Alassane Ouattara a 75 ans. Qu'est-ce qu'il veut encore de plus faire? Tu as fait plusieurs années au FMI. Tu es venu diriger. Les gens disent qu'il n'est pas ivoirien. Alors, ok, on t'a accepté comme étant ivoirien, même si ce n'est pas à moi de faire ce débat. Tu es là. Le même débat de rivalité a créé un problème dans les années 2000. Maintenant, tu es là. Tu as fait 2 mandats. Je serai à sa place, je ne m'entêterai pas à faire un troisième mandat. Mais c'est une déviation. Il défie les Ivoiriens. Je suis désolé. Maintenant, à cause de toi seul, ce que tu reprochais à Gbagbo, tu as fait la même chose aujourd'hui, en 2020. C'est quel genre de dirigeants que nous avons en Afrique? C'est des... Je manque de mots, c'est des fous. L'autre de la Guinée, lui, c'est un fou carrément. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir des mots. C'est un fou. Un monsieur qui a 83 ans. Il serait mon papa, plus que mon papa. Et ce monsieur, il est toujours là. Donc, j'ai l'impression que dans l'habillage politique, il y a un grand problème en Afrique, lié aux élections, d'abord, et lié au fauteuil présidentiel. Si on arrive à démystifier le fauteuil présidentiel, nous n'en serons pas aujourd'hui là. Actuellement, là où je vous parle, il y a des exactions par des microbes en Côte d'Ivoire. Il y a des images que je vois. Quand vous voyez ça, en attendant que ces images soient certifiées, il y a de l'horreur qui se produit actuellement en huis clos. En huis clos en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est produit en 2010, c'est le pire même qui arrive cette année. Et Ouattara se tait comme ça, la France se tait. On a voulu avoir des élections vaille que vaille en Côte d'Ivoire finalement. Au fait, ce qui se passe en Côte d'Ivoire est déplorable.
par rapport à la situation de ce pays, ce que ce pays représente ici en Afrique et surtout pour la sous-région ouest africaine. Et au niveau politique, avec l'avènement de Alassane Ouattara au pouvoir, vous savez qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Cette guerre avant 2010 qui a abouti à l'élection en 2010. Et de 2010 à 2020, je crois que malgré les problèmes, il y a eu quand même cet apaisement qui pouvait être à l'actif de Alassane Ouattara. C'est ce qui me fait dire que s'il avait quitté le pouvoir comme il avait annoncé, on pourrait dire qu'il allait sortir par la grande porte. Et ça, c'est vrai. Et vous allez voir que lorsqu'il a annoncé qu'il n'allait plus se présenter à l'élection présidentielle, c'était la satisfaction de tous au niveau, tant au niveau interne, au niveau de la Côte d'Ivoire qu'au niveau international, où des gens ont apprécié. Mais il est vrai qu'à l'annonce du décès de son défunt qu'il avait choisi pour briguer la magistrature suprême, et lorsqu'il est revenu sur sa décision, ça a causé quand même de remous, et c'est ce qui a abouti à cette crise qu'on vit présentement. Et bon, au-delà de ça, il faut se poser la question de la politique même au niveau africain. Bon, le président sortant, Alassane Ouattara, pouvait sortir par la grande porte, selon ce que je viens de dire et selon ce que les gens disaient. Et cette élection, avec cette violence-là, est-ce que la Côte d'Ivoire avait besoin de ça? Je dis non. Bon, lorsque Alassane Ouattara change de décision pour se présenter aux élections, moi j'estime que l'opposition politique devait jouer son rôle au niveau politique que de faire basculer la Côte d'Ivoire dans la violence. Parce que ça s'est passé au Sénégal. Lorsque Abdoulaye Wade s'était entêté à briguer un troisième mandat contre la volonté du peuple, les opposants, il y a les opposants traditionnels qui avaient voulu essayer le système des opposants ivoiriens. Mais il y a quelqu'un parmi eux, Macky Sall, qui lui s'est démarqué de ses opposants pour dire que non, il faut aller battre Wade dans les urnes. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et ça a marché. Ça peut marcher ici. Au niveau de la Côte d'Ivoire, moi j'estime que les opposants qui croyaient et qui estimaient, les opposants qui croyaient et qui affirmaient que Alassane Ouattara était minoritaire au niveau de la Côte d'Ivoire devaient s'organiser pour aller l'affronter au niveau des urnes et le gagner, et on serait quitte. Maintenant, les gens ont organisé des choses. Moi, je ne dédouane pas ces opposants-là pour ce qui se passe en Côte d'Ivoire maintenant. Quoique, on puisse dire que Alassane Ouattara, c'est lui qui a fait que, et c'est son troisième mandat qui a fait que cette situation se présente. Mais quels sont ceux qui ont causé cette situation? Moi, je dis que ce sont les opposants ivoiriens. Quand on écoute leurs déclarations, les gens ont dit que est-ce que les élections n'auront pas lieu? Mais si on me pose la question présentement, si les élections ont eu lieu en Côte d'Ivoire, je dis oui. Les élections ont eu bel et bien lieu avec des violences que nous déplorons. Mais lorsque certains instituts disent, moi j'ai écouté ce matin, moi je m'attendais à ce qu'on dise que dans tous les bureaux de vote, presque il n'y a pas eu d'élection. On nous dit que dans 23% de bureaux de vote, les élections n'ont pas pu avoir lieu. Ça veut dire que dans plus de 77%, il y a eu élection. Donc ça veut dire que les élections ont eu lieu. Oui, d'accord, mais et tenez-vous bien, ces élections, il y a eu même, c'est le peuple ivoirien qui devait décider du sort de Alassane Ouattara et non les opposants, parce que les opposants ont organisé des choses pour empêcher les gens à aller voter. Et ça aussi il faut le dénoncer. Alors, il faut le déplorer. Justement, quand on prend par exemple la fondation Jimmy Carter qui a aussi observé, elle estime que l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire samedi n'a pas été
crédible en raison de nombreux incidents et du boycott de l'opposition. Il y a plusieurs rapports de missions d'observation qui se recoupent sur ce point-là. Un peu pour résumer que ce qui s'est passé samedi ne respecte pas les standards en matière électorale. Je pense que ça, c'est de façon unanime. C'est de façon unanime et c'est vrai. La grande question est de savoir qu'est-ce que nous appelons élection a eu lieu ou n'a pas eu lieu. C'est pas parce que plus de la moitié des pourcentages des bureaux de vote ont connu peut-être une effectivité d'affluence de gens qui ont fait leur devoir civique ou accompli leur devoir civique, que nous allons dire que ces élections sont crédibles. Une chose est de faire un simulacre d'élection, une autre est aussi de dire qu'une élection a été crédible. En Côte d'Ivoire, moi je dirais simplement que avec l'atmosphère qui a commencé à prédominer depuis un mois environ, avec tout ce qui a commencé à 3 jours des élections, avec les exactions, avec les crimes, les gens qui mouraient par-ci, par-là, avec des bureaux de vote qui sont incendiés ou bien des bâtiments carrément prévus pour le scrutin qui sont détruits et mis en flammes. Tout ça, moi je pense qu'on doit être sincère pour dire que la Côte d'Ivoire n'a pas assisté aux élections telles que nous avons l'habitude de le découvrir dans ce pays par le passé. Et donc les élections du samedi, c'est un cas à revoir. Et quand vous aviez lu tout à l'heure le sondage ou bien les conclusions des sondages de la Fondation Jimmy Carter et de d'autres fondations sœurs dans l'observation de la présidentielle ivoirienne, moi je dirais tout simplement que ce pays doit retourner d'un pas pour essayer de retourner à la table de discussion et mettre fin aux violences surtout, que tout le monde s'asseye et qu'on discute et qu'on redonne une nouvelle chance de paix et de développement durable à la Côte d'Ivoire. Car ce qui se passe aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Et Alassane Ouattara, s'il fallait pouvoir lui parler directement, je dirais qu'il est en train de salir la belle image, je mets ça entre guillemets, qu'il avait réussi un temps soit peu, malgré tout, malgré qu'il soit sorti de presque de 3 à 4 années de rébellion piloté par Solo Guillaume qui était son dauphin. Il a su en 10 ans bâtir certaines régions de la Côte d'Ivoire avec des prouesses économiques, des prouesses sociales, même sur le plan éducatif. Il a fait beaucoup de choses et beaucoup d'Ivoiriens ont salué toutes ces réalisations. Mais aujourd'hui, lui-même, il est en train de battre cela en brèche. Il jette de la boue sur son propre parcours et ça, c'est très, très regrettable pour nous. Je ne partage pas l'avis du député. C'est-à-dire que, pour être franc, ça y est, il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Quand vous voyez une fumée quelque part, c'est que les gens ont mis le feu quelque part aussi. C'est ça. C'est vous dire, c'est que je partage entièrement ton avis, c'est dire qu'en réalité, qui est-ce qui a mis le feu? Il y a une constitution qui t'interdit de briguer un 3e mandat. Ça, c'est clair pour tout le monde. Oui, mais là, on est dans une sorte d'interprétation. Vous savez, non, c'est même pas une question d'interprétation. Vous êtes juriste et vous savez qu'en matière d'interprétation, il y a plusieurs écoles. C'est à quelques mois. On sait qu'il y a l'élection qui arrive, qu'on a décidé d'aller au référendum. Lui, en Côte d'Ivoire spécifiquement, la constitution avait été changée en 2016. Oui, c'est parce que l'élection avait lieu en 2020. Oui. Bon, lui, si on peut, lui-même, il a mis l'article 183 qui l'empêchait d'être candidat. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel a estimé que on avait. C'est un Conseil constitutionnel aussi inféodé. Je vais arriver dans tout ça. Tu sais, moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Mais je vous dis que moi, ma grande sœur, aujourd'hui, elle est décédée. Elle a fait 38 ans en Côte d'Ivoire. Tous ses enfants sont nés en Côte d'Ivoire. Mon grand frère, celui qui vient 2 fois après moi, il a fait ASEC d'Abidjan. Il a joué pour ASEC d'Abidjan. Il a fait 30 ans en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, je vous dis que j'ai des amis qui sont journalistes, même qui sont du camp RHDP. J'ai tellement de gens. Les images que dont je vous ai parlé, quand tu vois ça, tu ne peux pas manger. Je dis. Oui, mais c'est vrai qu'il y a peut-être. Il y a eu des violences, on a vu. Le monsieur, vous le voyez, de visage calme et apaisé. Il n'est pas ça que vous le pensez. Moi, j'avais adulé le monsieur quand il quittait les FMI pour arriver en Côte d'Ivoire. Mais ce que Gbagbo a dit, que vous ne connaissez pas Ouattara. Ouattara, c'est un menteur. Un farceur. C'est un farceur, c'est un dribbleur. Et la dribble, il a démontré quand Gon Coulibaly était évacué en France pour ramener. Après, moi, je savais que Gon allait mourir. J'ai même essayé d'écrire quelque chose qui allait me coûter, je sais, mais qui est arrivé. Et Ouattara est revenu à la charge pour dire qu'il va le faire mandat. Il a instrumentalisé la fibre ethnique.
Il a monté les gens du Nord contre les gens du Sud. Les Agni, les Bété, les Baoulé, c'est des gens du Sud. Mais il a monté les Djoula, tout ça là. Ça, c'est des réalités qui sont en Côte d'Ivoire. Quand tu vas à Koumassi, ou à Yopougon, Koumassi, c'est comme Kodomé. Yopougon, c'est un quartier hétéroclite. Il y a tout qui est là-bas, les Djoula, tout ça là. Et c'est même le prototype d'un creuset où les gens, un melting pot, un brassage qu'on peut expérimenter. Mais il a détruit tout ça. Je n'ai rien contre M. Ouattara. Sauf que M. Ouattara a choisi, il savait que les retours de la crise de 2006 vont revenir. Il savait que si jamais il quittait le pouvoir, on allait renvoyer dans ce pays. Ce qui s'est produit, Babo est en prison, le Goudé est en prison. Mais ce qui s'est produit en 2006, c'est même ce qui s'est produit aujourd'hui. Donc qui est l'auteur? Les gens sont toujours là. Oui, mais donc c'est pour vous dire qu'en réalité... C'est ce que disait Beausoleil et Obeko tout à l'heure. On peut charger Ouattara de tout, mais l'opposition n'est pas non plus l'ange de l'affaire. Non, pour le cas de l'opposition a demandé un dialogue. On emmène un monsieur qui est ministre du gouvernement Ouattara pour dire que l'opposition dit, tel que la crise s'annonce là, amener un étranger pour nous dire que tel, parce qu'ils savent très bien que Ouattara ne va jamais céder. Oui. La preuve, il a fait des déclarations au Monde, au journal Le Monde. Oui. Paris Match, il a dit des choses quand tu entends. Il n'est même pas sage. C'est quel président ça? Il faut au moins jouer de la diplomatie, mais il faut aussi, comme il ment souvent, il faut encore mentir pour que les gens croient que tu acceptes le dialogue. Mais le monsieur, le risque, c'est qu'il n'arrivera même pas à quitter par la petite fenêtre. Il partirait par un trou de souris. Attendez, vous allez voir. Parce que quand je le dis, je dis que le monsieur, je n'ai rien contre lui, mais il a fait descendre son image complètement à terre. D'accord. Quand on peut aisément deviner la suite des choses en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante va annoncer Alassane Ouattara naturellement vainqueur de cette élection. Mais est-ce qu'on peut être fier d'être réélu président dans des conditions pareilles? Non, moi je crois personnellement que on ne peut en être fier parce que lorsque les conditions, je l'ai dit tantôt, la façon dont les élections se sont déroulées ne peut pas rendre fier qui que ce soit. Et lorsqu'on est élu dans ces conditions, intérieurement, on ne peut pas en être fier. Mais nous sommes en politique. Et il faut faire des analyses en se basant sur les trucs réels. C'est pour ça que je dis, il y a deux camps en face. Ce n'est pas le peuple ivoirien contre Alassane Ouattara. Ces deux camps, il y a Alassane Ouattara et il y a de l'autre côté les opposants qui veulent aussi venir au pouvoir. Qui ont leurs militants. Donc maintenant, il appartient maintenant au peuple ivoirien de décider. Et lorsque les deux camps, vous venez de le dire en posant cette question, si la Cour constitutionnelle, entre-temps, a validé la candidature de Alassane Ouattara, on va nous répondre que la Cour constitutionnelle est inféodée au pouvoir. Mais qu'elle soit inféodée au pouvoir, ou pas, elle est légale. La Cour constitutionnelle, c'est elle qui, en dernier ressort, et décide de qui peut participer à ces élections ou pas. Et ce qu'il faut, nous, on ne peut pas faire des analyses ici. On n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais nous sommes au Togo. On ne peut que faire des analyses en se basant sur les réalités, les informations qui nous viennent de la Côte d'Ivoire. Et se baser aussi sur des éléments réalistes et pragmatiques. Donc je parle de la candidature d'Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara s'est présenté aux élections aujourd'hui, moi je dis, personnellement, il pouvait, je l'ai dit tantôt, il pouvait quand même se retirer comme il avait annoncé et tout le monde allait applaudir, y compris moi-même. Mais quand la situation s'est présentée et il a décidé d'aller à cette élection, il ne s'est pas imposé. Il s'est basé sur la Constitution. Et cette constitution, comme vous venez de le dire, en 2016, il y a eu un référendum en Côte d'Ivoire. Et c'est la loi de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas l'interpréter. Mais ce que nous avons suivi, ce que nous avons eu à entendre et à voir, c'est que lorsqu'il y a les Ivoiriens le disent, et la Cour constitutionnelle elle a dit aussi que lorsqu'il y a référendum, que le compteur est remis à zéro. Oui, c'est l'évidence, mais il y a aussi cette particularité dans la loi ivoirienne, et sur cette particularité, même les partisans de Ouattara l'expliquaient à l'époque. Article 183, Ouattara ne peut plus jamais être candidat.
Malheureusement, cet article est bien là, mais on a fait une autre lecture de la loi. Il n'est pas... Je vais revenir sur ça. Il est dans le faux. Ce qu'il y a, c'est que Ouattara est dans le faux. Il faut le dire. Étant en dehors de la Côte d'Ivoire, et si... étant un analyste, je ne peux que me baser sur ce que la loi dit en Côte d'Ivoire. On connaît la loi ivoirienne. Lorsque quelqu'un veut se présenter aux élections, il est candidat en Côte d'Ivoire, il appartient à la Cour constitutionnelle de juger de la recevabilité de sa candidature. Et lorsque les gens ont posé leur candidature, il y a eu des discussions. Oui. Mais lorsque, en dernier ressort, la Cour constitutionnelle décide de celui qui peut participer ou ceux qui peuvent participer à ces élections, je crois qu'en ce moment, les gens devaient quand même réfléchir et changer de stratégie. Et je l'ai dit tantôt, pour battre Alassane Ouattara, qu'il jugeait minoritaire avec quelle mesure. Et j'ai donné des exemples. Ça s'est passé au Sénégal. Oui, mais le Sénégal est une démocratie. Si vous permettez, mais ce que dit les contextes sont différents. N'est pas, j'allais dire, si négatif que ça, en ce sens que cette opposition qui estimait avoir le vent en poupe, qui estimait avoir le peuple de son côté, quelle que soit la situation, aurait pu aller dans les urnes et confronter Ouattara. C'est pas possible. Oui, mais quand vous parlez de la réalité ivoirienne en la comparant un peu au jeu de Macky Sall. Vous savez que c'est très différent. Par rapport à ce que l'honorable vient de dire tout à l'heure, ne négligeons pas le fait que dans le schéma sénégalais, Macky Sall était en quelque sorte une figure, une personnalité représentative de la scène politique sénégalaise. Il a fait avec Ouad. Il connaît tous les rouages du pouvoir. Avant même de la même chose en Côte d'Ivoire avec Bidi. Maintenant, la spécificité du dossier ivoirien actuel, c'est que Ouattara a pris soin, excusez-moi de le dire, parce que les sondages au niveau des journaux l'ont dit clairement, d'instrumentaliser la Cour constitutionnelle. Et il a éliminé tous les challengers qui auraient pu porter les aspirations profondes du peuple ivoirien et être peut-être en mesure de le battre, comme Macky Sall avait réussi à battre Ouad. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un peuple ivoirien qui ne se sent pas peut-être porteur d'un KKB, Kwadwo Konabertin. Et donc, en matière électorale, il y a l'image du leader aussi qui compte. Mais quand vous avez un Henri Konabertin, vous avez un Pascal Afine-Guesson. Oui, mais là où le peuple ivoirien est un peu mature, et je peux dire, évite de rentrer dans certains jeux de fourberie, quand on parle de la politique ivoirienne, c'est qu'entre-temps, le vieux dinosaure Konabertin avait été un allié de Ouattara. Entre-temps. Contre Gbagbo. Aujourd'hui, on retrouve ce même Bédier contre Ouattara, maintenant qui se penche du côté de l'opposition et de Gbagbo et Soro compagnie. Or, on avait un Soro qui était allié aussi de Ouattara. Donc, tout ça, je pense que le peuple ivoirien est un peu frustré et le peuple ne voit plus concrètement qui peut porter sa confiance et pouvoir faire un vote vraiment utile. Et là, il faut pas qu'on néglige cet aspect. Mais moi, je voulais revenir sur quelque chose. Ouattara a dit une phrase la fois dernière en répondant à certains journalistes français, en leur disant de les laisser, de laisser nous libres de reconstruire l'Afrique comme nous l'entendons. C'est une belle phrase. Moi, la phrase en elle-même, dans son contexte, m'a beaucoup intéressé. Mais j'ai été attristé que Ouattara vienne dire cette phrase après avoir dit d'abord je ne vais plus être candidat et être revenu dire encore je serai candidat en faisant tout ce qu'il a fait comme violation de la Constitution et autres. Revenir encore dire laissez-nous construire l'Afrique telle que nous l'entendons, c'est un contresens et lui-même je peux dire qu'il est en train de se contredire. Pourquoi? Soit depuis qu'il était arrivé du FMI, il devait lancer en Côte d'Ivoire un vent d'indépendance politique. Et peut-être demander à ce que la Côte d'Ivoire réécrive sa loi politique et électorale sur une base purement ivoirienne, en faisant peut-être un travail de fond selon les royaumes et autres là. Là, aujourd'hui, on aurait une constitution ivoirienne purement à l'ivoirien. Et si on aligne cela avec la phrase qu'il a évoquée aux journalistes, moi je serais d'accord. Si l'Afrique doit se reconstruire, ce n'est pas en s'étant déjà inscrite
sur dans la dynamique plutôt de la démocratie, et que maintenant on renonce à la démocratie pour demander à l'Occident de nous laisser nous reconstruire pour peut-être revenir à la monarchie. Donc, il y a un devoir d'honnêteté politique qui s'impose. Ambroise, maintenant, est-ce que l'opposition ne se retrouve pas un peu perdue à la croisée des chemins? Non, l'opposition est dans une stratégie qui n'est pas explicite, justement. C'est ça qui a mis en confusion. C'est ça qui a confus, vous l'avez rappelé, qui a mis la confusion dans la population. C'est ce que j'ai dit, nous sommes candidats, mais nous appelons tout dépend de l'angle que vous voyez dans cette confusion. L'opposition a fait exprès de créer la confusion. L'opposition aurait pu dire qu'il faut casser les choses. Alors que, mais il a dit, un homme, des gens responsables ne peuvent pas tenir casser les choses. Empêcher les élections, ça a tout son sens. Quand quelqu'un s'arc-boute, quelqu'un est jusqu'au boutiste, veut coûte que coûte aller aux élections, tant qu'il sait qu'il a déjà fait un 2 mandats, qui limite la constitution, dont est limitée par la constitution. Mais ce monsieur, la constitution, il faut le faire. Je vous dis que Ouattara, selon des informations que nous avons, est toujours l'homme de l'ombre, qui est Guillaume. Il est tellement dépassé ces dernières semaines qu'il a lâché des mots qu'il ne fallait jamais qu'un président lâche dans Paris Match. Il a dit des choses. Ces messieurs-là, ils vont tous aller en prison. Il a dit des choses. Quand les gens entendent ça... C'est vrai que j'ai lu quelques bribes de ces réactions, mais je ne perds pas mon temps quand nos dirigeants vont réagir dans des médias internationaux. Mais je préfère qu'ils réagissent ici. Ça veut dire que le monsieur, il a une phobie de Soro. Sa première phobie... Et il lui a promis la prison. C'est clair. C'est Soro qui est l'ovni noir de Ouattara. Le sphinx de Daokro, ce n'est pas trop son truc. C'est vrai que ce que vous dites, comme quoi, tu as raison, ils ont brouillé un peu les Ivoiriens, tout ça, mais les Ivoiriens aussi jouent sur la question ethnique. Tout le Sud, c'est l'homme de Daokro et de Gbagbo. Ouais. Gbagbo est l'opposant terrible aujourd'hui. Si on avait pu laisser Gbagbo descendre en Côte d'Ivoire, ça y est, Ouattara même sait qu'il est cuit. Ils savent ça. Donc, le pot rose est découvert. Tous, ils savent maintenant que c'est un mensonge que Ouattara et la France ont servi aux gens du monde, à la CPI. Oui. Tôt ou tard, je vous le répète, tôt ou tard, Ouattara retournera à la CPI, même de crainte que Soro même retourne à la CPI. Donc je vous dis qu'aujourd'hui, la question qui risque d'embraser la Côte d'Ivoire, c'est la question ethnique. Les Dioula, contre les Bété, les Agni, les Akans, c'est ce qui va se passer. D'abord, on sait que les Bété, eux, ils ne pardonnent pas. Ça, eux, ils sont un peu du sud-est, ils ne pardonnent pas. Les Agni, les Akans sont comme nous, ici. Ouais. Nous, on est des frères pratiquement, jusque les Jachantis, tout ça là. Donc, eux, ils ont une certaine comment on appelle ça? Un pacifisme. Pacifisme en eux. Mais les Bété, ils sont comme les Dioula. Ne souhaitons pas cela. Donc, ça, déjà, on va commencer par s'embrasser. Ouais. Mais, je vous dis qu'il y a des exactions qui se produisent actuellement en Côte d'Ivoire à huis clos. Ouais. On va continuer d'en parler tout de suite, le temps d'aller à la pause et de revenir après le journal.